Bonjour, chers auditeurs de Radio Courtoisie. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir, en compagnie d'Éric, de recevoir un remarquable essayiste en la personne de Claude Janvier. Claude Janvier, bonjour. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, Claude Janvier est l'auteur de nombreux ouvrages remarquables sur les tenants et les aboutissants du pouvoir en France et en Occident, notamment par le biais de la question primordiale du pouvoir financier, des pouvoirs financiers et bancaires. Et nous le recevons aujourd'hui pour son dernier opus, L'État profond. Le tome premier est paru en mai 2024 et il est sous-titré « Qui, comment, pourquoi ?» paru aux éditions KA Éditions. Et le tome 2 est paru en septembre dernier et aux éditions The Book Edition et il est sous-titré « Qui le finance ?» donc l'État profond, qui le finance et pourquoi. Et donc nous allons traiter aujourd'hui de l'État profond français, saboteur de la nation française. Et je dois dire que Claude Janvier fait une œuvre tout à fait importante sur ces questions, donc, avec plusieurs ouvrages, dont Les Démasqués, par exemple, et il y a tout un florilège d'ouvrages. C'est vraiment une question de fond, et des questions de fond auxquelles il s'attelle. Et donc, nous allons explorer l'État profond français. Cher Claude Janvier, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et écoutez, je profite de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit bien meilleure que l'année 2025. Donc, meilleurs vœux à vous, à toute l'équipe de Radio Courtoisie et à tous nos amis internautes qui vont suivre cette émission. Eh bien, je vous remercie. Je vous adresse moi aussi mes meilleurs vœux. Nous vous adressons tous nos vœux, monsieur. Voilà. Absolument. Et vous connaissez Éric qui est un des socles de Radio Courtoisie. Et voilà, donc nous allons parler de cet État profond français qui nous donne bien du souci, il faut dire, parce qu'il égare la nation française dans des ravins, en politique intérieure et aussi en politique étrangère. Et comment pourrait-on caractériser l'État profond ? Qu'est-ce que l'État profond ? Alors, oui, c'est une bonne question d'ailleurs. Qu'est-ce qu'un État profond? En réalité, un État profond, c'est la haute sphère de l'administration publique, toute la sphère en réalité, haute et moins haute d'ailleurs, de l'administration publique et toute la haute sphère du privé. Alors, bien évidemment, chaque État de la Terre, en fait, chaque État de tous les pays du monde ont un État profond. Effectivement, il faut bien comprendre que c'est la haute fonction publique et la haute sphère du privé. Bon, jusque-là, si un État profond œuvre pour le bien public et va dans le sens donc du bien commun et du bien-être du peuple ou des peuples, je dirais qu'il n'y a pas de problème à ce qui est un État profond. Là où ça ne va plus, c'est quand un État profond ne va plus dans le sens du bien commun, c'est-à-dire servir le peuple et faire en sorte que le peuple aille bien et que le pays progresse. Et malheureusement, dans le cas de notre pays, il faut bien avouer, après multiples recherches et de multiples preuves, que l'État profond français n'œuvre absolument pas dans le sens du bien commun et dans le sens du bien-être du peuple français. Voilà, ça me paraissait nécessaire de définir un peu l'État profond. Oui. Dans l'État profond, on met la haute fonction publique, mais on met aussi des sphères privées. Oui, absolument. Absolument, tout ce petit monde, en fait, ne devrait pas être, interactif, mais malheureusement, ça l'est. Et bien trop souvent, la fonction publique sert des intérêts privés et vice-versa. D'ailleurs, quand une personne de la haute sphère publique passe dans le privé, on appelle ça du pantouflage.
Et quand quelqu'un de la haute sphère du privé passe dans le domaine public, on appelle ça du rétro-pantouflage. Donc ça veut bien dire, c'est très imagé quand on regarde. Mais c'est les pantoufles, vous savez, les pantoufles, Oui, c'est cossu, c'est confortable. Bah, effectivement, quand il se repasse les avantages et les postes, ben, c'est effectivement très confortable puisqu'il y a tout qui va avec, hein. Il y a les salaires, mais bien évidemment, il y a les avantages divers et variés en nature, etc., etc. Mais on va y revenir. Mais Et d'ailleurs, ce phénomène d'aller-retour récurrent et permanent entre le public et le privé est porté à son paroxysme aux États-Unis, en fait. Le spoil system, etc. c'est ça. Bah, de toute façon, on peut dire que l'État profond français est calqué sur l'État profond américain. Puisque c'est exactement ça. Alors, à titre d'exemple, hein, Emmanuel Macron, par exemple, en est le parfait exemple, puisque Emmanuel Macron est issu donc du privé, hein, de la banque oui, Rothschild, Rothschild & Company, pour être précis. Et donc, c'est quelqu'un qui a été parachuté donc, par la banque Rothschild, entre autres, et qui est arrivé après dans le domaine public, puisqu'il est arrivé ministre d'abord de l'économie et des finances sous François Hollande, et ensuite, bah, comme nous le savons, depuis 2017, il est donc à la tête de l'État français. Voilà. Mais on peut même, d'ailleurs, peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, citer l'exemple de Georges Pompidou, qui venait lui aussi de la banque Rothschild, et qui, malgré tout, a pris des mesures qui peuvent peut-être être mises en rapport avec cette origine professionnelle. C'est l'intégration du Royaume-Uni dans l'Union européenne, ce que De Gaulle ne voulait pas, ce dont De Gaulle ne voulait pas. Et puis, la privatisation de la dette publique en 1973 est confiée aux banques privées, ce qui, évidemment, pour les banques privées, représentait une caverne d'Ali Baba financière merveilleuse, surtout quand on voit les niveaux de surendettement de la France. Donc, les niveaux des taux d'intérêt que l'on paye, le service de la dette, tout ça va dans les caisses des grandes banques internationales. Ah mais absolument, mais vous avez raison de faire le parallèle. Effectivement, Georges Pompidou est passé par la banque Rothschild. Emmanuel Macron est donc passé aussi par la banque Rothschild. La loi dite de Rothschild de 1973, donc sous Georges Pompidou, a commencé à signer le déclin de l'État français, puisque, pour faire simple, hein, pour nos amis internautes qui nous écoutent, avant cette loi unique donc de 1973, l'État français pouvait emprunter à la Banque de France quasiment à un taux zéro. Et après la promulgation de cette loi dite de Rothschild, d'ailleurs, en 1973, eh bien, l'État français a commencé à emprunter à des taux d'intérêt de plus en plus élevés, ce qui a commencé à précipiter la France dans le déclin que nous connaissons aujourd'hui. Mais effectivement, vous avez raison de faire le parallèle. C'est Georges Pompidou, banque Rothschild, Emmanuel Macron, banque Rothschild. Absolument. Oui. Alors, il y a les internautes, mais aussi nous diffusons en ondes hertziennes, là, aussi. Ah, Oui, très oui, bien. en Très bien. direct, en ondes hertziennes. Et je salue donc tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont l'oreille plutôt collée à la radio. Ça existe aussi. Oui, ça existe encore, mais Ça écoutez, existe encore. bonjour à eux aussi et meilleurs vœux à eux aussi, bien entendu. Et auxquels je me joins pour leur souhaiter la meilleure année possible. également, oui, oui. Et alors, effectivement, on voit, et au fil de vos brillants ouvrages, vous le montrez très bien, on voit que avec l'essor de la mondialisation à partir des années 80, le déploiement de la mondialisation, et avec l'intégration de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, où il y a eu un immense déport de l'activité industrielle occidentale vers la manufacture chinoise, vers les usines chinoises, eh bien, l'Occident en général et la France qui nous préoccupe ont été de plus en plus placés sous la tutelle, la gouvernance et la gestion d'une
oligarchie financière qu'on pourrait qualifier de mondialiste, Oui. qui survole les frontières, qui bénéficie de la liberté totale du régime d'échange, qui bénéficie aussi, notamment pour les États-Unis, du système de création monétaire américain avec le privilège du dollar et donc une planche à billets qui peut imprimer sans limite les dollars nécessaires, si on peut dire. Et cette oligarchie financière mondialiste a pris une extension et a acquis une prééminence, une prégnance, une influence et un pouvoir quasi illimité. Oui, absolument. Absolument, c'est vrai que je l'ai traité assez longuement dans mon ouvrage Les Démasqués qui est paru en septembre 2023 et je me suis très, très vite intéressé donc aux géants financiers tels que le numéro 1 BlackRock. D'ailleurs, à ce sujet, c'est quand même assez intéressant parce qu'à l'époque où j'ai écrit et donc et publié ce livre chez K Éditions, à l'époque, donc 2023, hein, ce qui n'est pas si ancien que cela, BlackRock gérait 9 000 milliards d'actifs. Aujourd'hui, BlackRock gère 11 000, à peu près 11 000 milliards d'actifs. C'est gigantesque. Hein. C'est gigantesque. Ça veut dire qu'en l'espace d'à peine 2 ans, BlackRock a généré plus de 2 000 milliards d'actifs en plus. Donc, c'est quand même assez ahurissant. J'ai même un peu de mal d'ailleurs à aligner les zéros, tellement c'est vertigineux, quoi. Alors, il faut comprendre avec BlackRock, donc le numéro 1 financier aujourd'hui présent sur quasiment toutes les entreprises planétaires. Je parle évidemment ici des grosses entreprises, je ne parle pas des PME, des petites PMI. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que BlackRock a la main mise sur quasiment toutes les grandes sociétés du monde entier, à part la Fédération de Russie, où pour l'instant BlackRock n'arrive pas à rentrer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le monde anglo-saxon s'intéresse de près depuis très longtemps à la Fédération de Russie et essaye d'ailleurs de la dépecer, parce que la Fédération de Russie, quand même, c'est aujourd'hui à peu près 58 000 milliards de dollars de richesses et de ressources naturelles. Donc, ça aiguise les appétits de BlackRock et de Vanguard. Donc, pour en revenir à BlackRock, BlackRock donc, gère 11 000 milliards d'actifs quasiment aujourd'hui, pollue et interfère avec toutes les bourses internationales du monde entier, grâce à son système, son supra-logiciel qui s'appelle Aladdin, c'est un acronyme, Asset, Liability, etc. Mais le coup de génie d'ailleurs de BlackRock, c'est d'avoir réussi à faire coller cet acronyme avec, vous savez, la légende merveilleuse d'Aladin, le fils du tailleur Mustapha qui frotte sa lampe qui frotte sa lampe à huile et qui fait apparaître un magnifique génie qui va lui exaucer tous ses désirs. Et dans le subconscient collectif, malheureusement, ça fonctionne parce qu'Aladin, si Aladin, c'est bien dans le subconscient collectif. Donc, mais Aladin, effectivement, c'est BlackRock, c'est 5000 ordinateurs branchés en réseau qui écrèment donc toutes les bourses internationales. À l'heure où je vous parle d'ailleurs, ces ordinateurs fonctionnent nuit et jour et engrangent la moindre hausse et se retirent à la moindre baisse. Ils Donc, sont c'est la une plupart aux tendance. États-Unis d'ailleurs, de ces 5000 ordinateurs. Pardon? Ces 5000 ordinateurs sont géographiquement la plupart aux États-Unis, près du Oui, Mississippi, je pense, oui. absolument, oui. Alors, le lieu exact, on ne le connaît pas. On sait que c'est entre les fleuves Missouri et Mississippi. Oui, Oui. tout à fait, vous avez raison. Et c'est géré par à peu près 2500 employés de BlackRock. Ah oui. BlackRock, c'est à peu près 13 000 personnes, c'est pas si énorme que ça. BlackRock, effectivement, a des participations entre 5 et 10% dans toutes les grandes entreprises donc, du monde entier. Et 5 à 10% de participation dans toutes les grandes entreprises du monde entier, ça suffit à s'en assurer le contrôle. Alors,
Pour nos amis auditeurs qui nous écoutent, c'est peut-être nécessaire une brève explication Oui, de oui. comment une grosse entreprise comme BlackRock, avec si peu finalement de participation, arrive à contrôler donc une entreprise entière. Eh bien, en fait, je vais vous donner un petit exemple. C'est-à-dire, imaginons la réunion d'une grande entreprise, donc avec son PDG et ses actionnaires, dont un émissaire de BlackRock, puisque BlackRock est actionnaire. Il suffit que le PDG commence à énoncer que les buts de l'entreprise pour 2026 et 2027, eh bien, écoutez, les buts de l'entreprise vont aller dans cette direction-là. À ce moment-là, où l'émissaire de BlackRock est d'accord et il dira rien, mais s'il n'est pas d'accord, parce que s'il a reçu donc des ordres du sommet de BlackRock, il peut dire ah, attendez, nous, pour 2026 et 2027, nous voudrions aller de l'autre côté au niveau des buts et objectifs. À ce moment-là, le PDG de l'entreprise, il a deux choix. Soit il dit oui, bon, et l'affaire est réglée, soit il dit non, et à ce moment-là, l'affaire va se régler parce que l'émissaire de BlackRock, évidemment, va lui faire une réponse politique, c'est-à-dire bien enveloppée, en lui disant oui, monsieur, on comprend très bien votre esprit d'indépendance, votre esprit d'entreprise, mais voyez-vous, nous, ça nous met dans une position où on ne peut pas être d'accord, donc ce qu'on va faire, on va vendre toutes nos actions. Mhm. Ah, mais alors à ce moment-là, BlackRock menace de vendre toutes ses actions, ce qui représente quand même un paquet de millions de dollars. À ce moment-là, la presse va s'emparer de l'affaire, va dire voilà, l'action de l'entreprise X eh bien, va baisser vertigineusement avec la menace que BlackRock se retire. Et à ce moment-là, le PDG, ses autres actionnaires commencent à regarder le PDG, son frère, dans lui disant écoute, c'est gentil, mais nous, on n'est pas là pour perdre de l'argent, on est là pour en gagner, donc obéissons à BlackRock. Voilà comment BlackRock Mhm. va s'assurer l'hégémonie de toutes les grandes sociétés dans lesquelles ils ont une participation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est avec BlackRock, c'est que BlackRock gère aujourd'hui et est propriétaire quasiment de tous les grands médias américains. Et d'ailleurs, toutes nos entreprises du CAC 40 françaises BlackRock est actionnaire. Ce qui est quand même intéressant, c'est que BlackRock, je dirais, est dans tous les coups fourrés, c'est-à-dire les coups fourrés, par exemple, en Ukraine. BlackRock est omniprésent en Ukraine puisqu'ils se sont accaparés à peu près 20% des terres agricoles aujourd'hui de l'Ukraine. Évidemment, les meilleures terres, puisqu'en Ukraine, vous ne pouvez pas acheter si vous êtes un investisseur étranger. En revanche, vous pouvez louer. Et ce que fait BlackRock, donc il loue les terres. Donc BlackRock est omniprésent partout. Et c'est un réel danger et BlackRock est en train de s'intéresser de beaucoup. Là, j'ai vu ça passer il y a 15 jours à peine. Évidemment, ils sont en train de mettre la main via son PDG Larry Fink sur toutes les blockchains des crypto-monnaies pour évidemment pouvoir contrôler à terme, à moyen terme, à court et moyen terme, toutes les crypto-monnaies du monde entier. C'est un réel danger, hein, c'est BlackRock. Alors, si vous le permettez, il y a un deuxième société encore plus dangereuse, je dirais, que BlackRock, c'est Vanguard. Je me suis intéressé à Vanguard, qui est le numéro 2 au niveau géant mondial financier. Vanguard gère à peu près aujourd'hui 9 000 milliards d'actifs, mais ce qui m'avait attiré l'œil il y a quelques années de cela, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Je me suis demandé pourquoi une société aussi importante, en fait, n'était pas cotée en bourse. Et j'ai fini par trouver, après une longue enquête, enfin après divers recoupements difficiles, que en fait, Vanguard a été fondée dans les années 1975 de mémoire par les 13 grandes familles les plus riches du monde, celles qui sont tout à fait hors cote. C'est-à-dire, quand je parle de grandes familles les plus riches du monde, elles sont hors cote, elles ne paraissent jamais dans le magazine Forbes, hein, elles ne sont pas classées parce qu'elles sont hors cote. Et dans ces 13 grandes familles, et ce que je vous dis là est prouvé et documenté, hein, nous retrouvons Rothschild, bien évidemment, nous retrouvons Rockefeller, nous retrouvons Morgan, nous retrouvons Vanderbilt, Dupont de Nemours, Orsini, et aussi la famille royale d'Angleterre, non pas pour son immense richesse, parce que la famille royale d'Angleterre n'est pas aussi riche que les Rothschild ou Rockefeller, mais ils sont connectés avec la City Oui. de Londres, et les deux places fortes financières du monde entier, c'est la City de Londres et Wall Street aux USA. Alors Vanguard
Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, dans le conseil d'administration de Vanguard, on peut regarder, vous ne verrez jamais apparaître ni Rothschild, ni Rockefeller, ni ceux que je viens de citer. Évidemment, il y a un conseil d'administration d'hommes, de femmes, je dirais, de paille. Ils sont bardés de diplômes, mais bon, ils exécutent les ordres. Et en revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. Ah, Ah là, oui, ça devient très en intéressant. effet. Et Vanguard, donc, a un contrôle total sur BlackRock. Vanguard est aussi actionnaire de toutes les usines d'armement du monde entier, de tous les laboratoires pharmaceutiques du monde entier, et est aussi actionnaire de toutes les grandes entreprises du monde entier, sauf les grandes entreprises de la Fédération de Russie. Et Voilà. la Chine Alors, est-ce qu'il y a alors, BlackRock a une emprise en Chine? oui, une emprise en Chine, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine, c'est un État fédéral. C'est comme aux USA. Alors, Xi Jinping gère effectivement cet État fédéral, mais vous avez des provinces en Chine qui sont plus occidentalisées que d'autres. Notamment, par exemple, la province de Wuhan en Chine, qui a fait tant parler d'elle à l'époque Covid, avec les laboratoires de haute sécurité. Cette province est très occidentalisée et obéit au doigt et à l'œil aux USA, aux anglo-saxons. Il y a d'autres provinces en Chine qui sont moins obéissants et qui sont plus indépendants. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, dans les États plus occidentalisés que les autres, eh bien, BlackRock, effectivement, a pignon sur rue. Et dans d'autres États, non. Ah oui, mais alors donc, comme vous dites, alors c'est vraiment la Russie qui est le môle de résistance, en fait, Absolument. à cette Absolument. finance mondialiste. Et je Absolument. Et dirais ça que vous fait... la Russie a le monopole quasiment de cette résistance, en fait. Et oui, ça vous explique pourquoi ils sont tous, je dirais, entre guillemets, comme des fous pour essayer d'arriver à pénétrer en Fédération de Russie, Ah ouais. de la dépecer en plusieurs États parce que c'est beaucoup plus facile à gérer et évidemment de s'accaparer toute la richesse naturelle. Voilà. C'est ça l'explication première. Pourquoi les anglo-saxons, vous savez, ça fait partie d'un vieux plan qu'ils ont depuis, je dirais, depuis la fin du 19e et début du 20e. Et il faut s'accaparer les richesses de la Fédération de Russie. Oui, 17 millions de kilomètres carrés. Il y en avait 24 millions et quelques du temps de l'Union soviétique, mais il en reste 17 millions, ce qui est gigantesque, absolument. Absolument. Et c'est une caverne d'Ali Baba de matières premières, la Russie. Oui. Hydrocarbures, métaux ferreux, non ferreux, tout ce qu'on veut. Enfin, il y a tout, quoi. Il y a tout le tableau de Mendeleïev, il y a tout. C'est ça. C'est vraiment, ça fait baver les intérêts anglo-saxons complètement, hein, c'est sûr. Hein, Ah, mais absolument. Mais de toute façon, les intérêts anglo-saxons, c'est de conserver aussi l'hégémonie de leur dieu, c'est-à-dire, entre guillemets, Dieu, c'est le dollar. Euh, le dieu anglo-saxon, c'est l'hégémonie du dollar. L'hégémonie du ben, dollar qu'ils veulent conserver à tout prix, envers et contre tout. alors justement, euh, cette hégémonie du dollar, on voit qu'elle commence un petit peu à s'éroder avec des initiatives prises par ce qu'on appelle les BRICS. Oui. Est-ce que justement, il n'y a pas une fuite en avant de la part de ces oligarchies financières dans la guerre pour préserver par la guerre l'hégémonie monétaire du dollar? Et oui, oui, absolument. Et il est là, ça c'est un réel problème. Quand, vous savez, en tant qu'enquêteur, il faut toujours chercher où va l'argent. En réalité, c'est ça. C'est le mot d'ordre, il faut toujours aller chercher où va l'argent, à qui profite le crime, en réalité. Et quand vous voyez aujourd'hui, enfin depuis aujourd'hui, depuis le lancement de l'opération spéciale en Ukraine par le président Poutine le 24 février 2022, toutes les actions des complexes militaro-industriels, qu'ils soient d'ailleurs européens ou américains, les actions ont bondi en flèche. Eh oui, eh oui. Thales, Bien sûr. quand vous voyez aujourd'hui, Thales a pris, je ne sais plus, 70%, enfin je parle des actions, Eh oui. et les prévisions des économistes prévoient que dans les 3 ans,
les actions de Thales vont grimper jusqu'à 150% de plus-value. Idem d'ailleurs pour le frère jumeau de Thales en Grande-Bretagne, idem pour Rheinmetall, le complexe militaro-industriel allemand, etc. Idem pour Leonardo, le complexe militaro-industriel italien. Enfin, et bien entendu, idem pour les complexes militaro-industriels américains tels que Lockheed Martin, etc., etc. Oui, et alors justement, on voit que le dispositif mis en place par Donald Trump, c'est de vendre maintenant aux Européens l'armement américain. Donc les Européens augmentent leur surendettement pour remplir les caisses du complexe militaro-industriel américain. Et ensuite, à charge pour les Européens de se retourner vers les Ukrainiens pour leur offrir la disponibilité de ces armements. Et évidemment, on pourrait dire que Donald Trump, là, il continue à mettre des bûches dans le poêle de la guerre ukraino-russe, puisque il continue à alimenter indirectement, mais l'armée ukrainienne en armement. Et en fait, on voit tout de même, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, on voit qu'il est tout de même assujetti aux contraintes liées à l'emprise de cette oligarchie financière et subséquemment aux intérêts du complexe militaro-industriel américain. Absolument. Absolument, c'est ça. Alors, la petite différence quand même entre Donald Trump et un Joe Biden, par exemple, c'est que Donald Trump est un businessman avant tout. Hein. C'est pas un politicien au départ, c'est quand même un businessman. Lui, de toute façon, son intérêt, et évidemment, il va aller dans ce sens-là, c'est que le complexe militaro-industriel américain continue à produire des armes et des bombes. Il va continuer à vendre au monde entier, parce que de toute façon, c'est quand même du business. En réalité, donc, que la guerre s'achève en Ukraine ou pas, lui, de toute façon, il va continuer à vendre des bombes. Après, il avait promis, donc, lors de son élection, entre autres, que la guerre en Ukraine cesserait. Donc, effectivement, il pousse quand même dans ce sens-là, avec le président Poutine. Maintenant, le problème qu'il y a au milieu, ce sont les dirigeants européens. Ils veulent absolument continuer cette guerre insensée, et je fais référence ici, bien évidemment, à Emmanuel Macron, à Keir Starmer, à Friedrich Merz et à l'indéboulonnable Ursula von der Leyen à la tête du Parlement européen. Le problème, voilà, c'est qu'on est en Europe, donc nous sommes effectivement englués avec des dirigeants qui veulent absolument continuer le processus de guerre parce que ce processus de guerre, eh bien, rapporte énormément d'argent, donc, comme je l'ai déjà souligné, au complexe militaro-industriel européen. Et en plus, ils sont tellement pris, là je parle de nos dirigeants, dans des mensonges sur mensonges qu'à un moment donné, et ils ont du mal à faire machine arrière. Mais ceci dit, c'est insensé parce que c'est totalement insensé parce que heureusement que de l'autre côté, en Fédération de Russie, on a affaire à quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Oui. Parce qu'il y aura un autre dirigeant ou d'autres dirigeants, honnêtement, ce n'est pas évident du tout qu'on ne se soit pas pris déjà quelques missiles, hein, tellement il y a de la provocation sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et alors justement, en fait, Macron, Starmer et l'Allemand sont, au fond, continuent à accomplir à exécuter des ordres de mission, en quelque sorte, de l'oligarchie financière, là, en faisant ça. Oui, En faisant de absolument. la provocation belliciste, comme ça. Absolument. Et pour l'oligarchie financière, c'est un moyen de contourner Donald Trump, en fait. Et aussi, oui, puisque de toute façon, Donald Trump n'a pas l'adhésion, bien entendu, de tout l'État profond américain. Loin de là, loin de là, oui. Loin de là. Donc c'est vrai qu'il a mis au départ, quand il a été élu, il a mis un coup de pied dans la fourmilière, notamment avec Musk dans toute l'USAID, les financements de l'USAID.
qui en fait finançait des ONG, mais finançait aussi donc des soi-disant ONG qui œuvraient aussi dans le domaine de déstabilisation de gouvernement, etc., etc. Mais il est coincé entre vouloir effectivement faire à peu près ce qu'il aimerait mettre en place pour les USA et un État profond qui, de l'autre côté, ne veut pas bouger et veut continuer donc assurer donc l'hégémonie donc du dollar, hein, puisque c'est toujours la même problématique. Et de toute façon, le problème des Anglo-Saxons, on parle des politiciens là, bien évidemment, ça a toujours été que leur terrain de jeu c'est la planète. Donc vous voyez le pillage qui est effrayant, qui a été fait depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, le pillage et le nombre de morts qui va avec, hein, que ce soit de la part des Anglais ou des Américains, c'est quand même effrayant. J'avais écrit un billet d'humeur il y a une année à peu près, une année en arrière. Je faisais le bilan, et encore avec une liste non exhaustive du nombre de morts générés par les Anglo-Saxons. C'est effrayant. On en est arrivé à peu près 500 millions de victimes, hein. C'est-à-dire que plus que la population européenne aujourd'hui. Ça a démarré avec les deux guerres de l'opium, donc les Anglais ont voulu, face aux empereurs chinois qui refusaient l'opium, parce que les empereurs chinois ont toujours refusé dans les années 1880 l'opium. Les Anglais ont imposé l'opium, donc il y a eu deux guerres de l'opium qui ont quand même débouché sur 120 millions de victimes, quand même. Les Anglais ensuite ont colonisé l'Inde, ça on le sait tous, mais ça a généré en quelques années 100 millions de victimes. Il y a eu 100 millions de victimes en Inde quand même, avec la bonne colonisation anglaise. Après, bon, je pense que la liste est longue, hein. Après, il y a eu la guerre en Corée, le Vietnam, toutes les guerres au Proche-Orient. On en arrive, les Philippines, les coups fourrés, le Guatemala, enfin bon, bref, la liste effectivement est très longue. Et j'étais arrivé au chiffre vertigineux de 500 millions de victimes, à peu près, hein. Oui, 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 oui. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas penser justement qu'il y a une divergence de vues entre Donald Trump et l'oligarchie financière américano-mondialiste concernant la gestion du dollar? Parce que donc on sait que Donald Trump veut une diminution du cours du dollar pour pouvoir augmenter les exportations des produits américains vers l'étranger. Mais en même temps, cette politique consistant à vouloir rabaisser le cours du dollar est de nature aussi à mettre en péril la domination du dollar, la domination mondiale du dollar. Il y a un mouvement de sortie des bons du Trésor américain. Il y a une difficulté apparemment à trouver de nouveaux preneurs pour les bons du Trésor américain quand ils arrivent à terme, etc. Et il semblerait qu'il y ait en quelque sorte une contradiction, une antinomie entre les deux axes. Baisser le dollar et au contraire, pour l'oligarchie financière, vouloir conserver un dollar de haut niveau, ayant un cours élevé. Mm. Oui, c'est exact. C'est un peu antinomique, mais je pense que c'est pas évident d'arriver à louvoyer entre les deux, quoi. C'est quand même un peu compliqué. Il faut dire aussi que Donald Trump n'a pas récupéré, entre guillemets, un État, l'État américain, en bonne santé. Aux USA, aujourd'hui, il y a à peu près 100 millions de pauvres. L'économie était quand même bien touchée. Moi qui suis allé souvent aux États-Unis jusqu'en 2008, depuis, ça c'est comme. Et d'ailleurs, depuis 2008, ça a été la crise des subprimes qui a quand même fait tomber vertigineusement l'économie américaine. Aujourd'hui, il y a des SDF qui couchent sur les trottoirs qu'on ne voyait pas avant. Donc, il a récupéré un État fédéral avec une économie en berne, avec 100 millions de pauvres quand même, donc sur 370 millions d'habitants, ce qui est quand même énorme.
Donc c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est pas simple, hein. Et Oui, d'essayer, vous voyez. oui, mais alors justement, parce que là, on voit, on est au cœur du problème, au fond, c'est que cette oligarchie financière mondiale, et vous le montrez bien dans vos ouvrages, elle n'en a cure des nations, et non seulement elle n'en a cure des nations, mais je dirais, les nations la dérangent, en fait. Les nations sont pour elles des obstacles à l'acheminement d'une emprise totale sur l'économie mondiale, en fait. Les nations sont vues par l'oligarchie financière, et Macron, je crois, en est l'exemple typique. Macron avait dit une fois, je crois à Philippe de Villiers, les nations sont un concept dépassé. Oui. Et donc cette idée de concept dépassé que seraient les nations, je crois qu'elle condense la problématique de cette oligarchie financière qui sabote systématiquement les nations, mais même y compris les nations américaines aussi. Oui, oui, absolument. Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de le souligner, puisque cette minuscule oligarchie mondiale, en fait, cette oligarchie financière mondiale apatride, n'a pas de patrie, n'a pas de religion non plus d'ailleurs, et effectivement est contre toute la souveraineté des nations. C'est plus facile à gouverner tout un ensemble de pays qui ont perdu leur souveraineté et donc toute la notion de patriotisme et la notion d'indépendance donc industrielle, économique et culturelle. C'est plus facile de régner en maître donc sur tout un ensemble de pays qui sont nivellement en fait nivellement et culturellement et industriellement complètement nivelés vers le bas et sous contrôle, bien entendu, de cette oligarchie financière mondiale apatride. Mais je crois, d'ailleurs, Jacques Attali l'avait tout à fait bien résumé dans une vidéo, si j'ai bonne mémoire. Enfin, c'était une conférence enregistrée en vidéo en 1986 de mémoire, où il expliquait ça très parfaitement bien, où il disait, voilà, le monde futur, de toute façon, l'idéal, c'est une élite à la tête, une petite élite à la tête qui va régner en maître sur toute la surface du globe. En dessous, il y aura une caste de privilégiés voulant un peu accéder de temps en temps à cette élite, mais qui n'y arriveront pas. Mais ceci étant, cette caste de privilégiés va vivre très bien. Et en dessous, il y aura la majorité du peuple de la Terre qui passera son temps à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller travailler d'un bout à l'autre, à s'entretuer et à survivre difficilement. Voilà, pendant que toute cette élite et cette caste continuent à jouir de toute l'opulence générée par tout ce pillage et ce contrôle. Mais il l'avait très bien résumé en 1986, ouais, tout à fait. Et aussi clairement que ça, en fait. Oui. Aussi clairement que ça. La vidéo, si elle n'a pas été supprimée, est toujours disponible sur Internet. Alors, à moins que Google ait un peu fait le ménage, mais oui, oui. Mais Et, cette vidéo est tout à fait disponible, absolument. et alors, ne pourrait-on pas dire que ce que nous imputons à Macron comme étant des échecs de sa gestion présidentielle depuis 2017, est-ce qu'en réalité, ça ne peut pas s'interpréter comme des réussites au regard du mandat que lui a donné l'oligarchie financière mondiale, c'est-à-dire fossoyer la nation française? Ah, absolument. De toute façon, Emmanuel Macron, sa mission, c'est d'enfoncer le dernier clou du cercueil appelé France. Voilà. Voilà. Hein, C'est c'est ça. simple, hein. C'est ça. Il a enfoncé tous les clous et je pense que tous les clous sont aujourd'hui quasiment enfoncés. Oui. Mais ce qui est fou, si vous voulez, c'est que c'est vraiment, comment expliquer cela? C'est à tous les étages. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple simple de l'interaction, par exemple, du domaine public et du domaine privé au niveau de l'État profond. Comme nous le savons tous, Dominique de Villepin, à une certaine époque, quand il était ministre, a fait cadeau donc, de nos autoroutes, qui étaient quand même nationalisées à l'époque, a fait cadeau de nos autoroutes à des sociétés privées. Donc déjà, à l'époque, on pouvait se poser la question,
Pourquoi? Puisque ça privait l'État d'énormes rentrées d'argent, puisque quand même les péages, ça rapporte beaucoup d'argent. Bon, il y a eu donc ce cadeau fait à des entreprises privées. Donc déjà, interaction du public, ministre, hein, avec le domaine privé. Mais encore plus intéressant, entre guillemets, c'est que par 3 fois, ces sociétés privées qui, soi-disant, ne pouvaient pas financer leurs travaux, ont fait appel à l'État pour obtenir des plans de relance. Le dernier plan de relance, d'ailleurs, c'était sous l'égide de Madame Elisabeth Borne quand elle était Premier ministre, qui n'est pas si ancien que cela. Mais alors, quand on analyse en finalité, on se dit, mais c'est impensable. Comment une société privée peut-elle bénéficier d'un plan de relance de l'État, donc financé avec l'argent des contribuables, pour financer des travaux privés? Magnifique. Et ces 3 plans de relance ont été acceptés sans état d'âme. Donc, en fait, l'argent contribuable français, une partie de cet argent, sert à financer donc des travaux des sociétés autoroutières, lesquelles sociétés autoroutières, d'ailleurs, font payer aux contribuables français et étrangers, d'ailleurs, des péages de plus en plus chers. C'est intéressant. Mais ces plans de relance sont des dons ou des prêts? C'était... Oui. Alors, c'était quasiment des dons. Enfin, Déguisés en prêts, oui. Oui, voilà, déguisés en prêts. Voilà. À des taux tellement avantageux, Oui. des remboursements éventuels facilités. Oui. Oui. Des remboursements très étalés dans le temps, des taux d'intérêt très faibles et un faible degré d'exigibilité si jamais on ne rembourse pas trop, quoi. C'est ça. C'est ça. Nous allons peut-être nous identifier et lire les messages d'auditeurs. Et lire des messages très nombreux qui sont arrivés, Monsieur Janvier. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui en direct Monsieur Claude Janvier, que Nicolas Stocker a reçu. Vous êtes intervenu en juillet 2024 sur votre livre Les Démasqués, extrêmement intéressant. Ce livre qui est édité chez K Éditions, hein, je le répète donc, Les Démasqués de Monsieur Claude Janvier. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est celui-ci, l'État profond français, saboteur de la nation française. Pour information, également, Monsieur Janvier, vous avez écrit 2 tomes sur l'État profond. Le premier étant édité chez les éditions KA et le second aux éditions Techbook Édition. Voilà. Alors, de nombreux messages sont arrivés. Je vais les lire assez rapidement et vous pourrez y apporter une réponse. Bien sûr, tout d'abord, un auditeur fidèle, Jérôme, qui nous envoie 2 messages. Bonjour. Daniel Vaillant n'est plus ministre depuis 25 ans et on lui paye un chauffeur car il a été ministre il y a 25 ans. Depuis ce 1er janvier 2026, ces derniers n'ont plus le droit à un chauffeur et à une protection privée par l'État à vie. Une décision qui concerne 24 chauffeurs et 24 officiers de sécurité. Et ce monsieur se plaint en déclarant qu'à cause de nous, il ne sait plus conduire et ne sait plus comment faire pour se déplacer à l'avenir. Monsieur Vaillant, personne ne le connaît et on lui paye 25 ans son chauffeur. Est-ce un rêve ou un cauchemar ? Première question, cordialement. Monsieur Jérôme poursuit avec un autre message qui vient d'arriver. Bonjour, cet État profond apatride représenté par Emmanuel Macron pour le territoire France n'a-t-elle pas pour objectif d'affaiblir les classes moyennes pour les empêcher de monter et de revendiquer un meilleur avenir ? Voilà concernant Jérôme, une fidèle auditrice
qui intervient souvent, mais qui veut rester anonyme. Bonjour messieurs et bonjour monsieur Janvier, que nous connaissons bien, GPTV bien sûr. Bon, et si je comprends bien, dit-elle, et pour faire court, c'est Rothschild, le président français. Bonne journée et merci pour cette émission. Cette dame continue toujours en posant une question. Rothschild est chez BlackRock également. Par l'intermédiaire de Vanguard. Bah, voilà, vous avez répondu tout à l'heure, effectivement. Cette personne poursuit encore par un très court message. N'oubliez pas qu'ils veulent réduire la population mondiale à 500 000 habitants, c'est-à-dire 500 000 esclaves. 500 millions. 500 millions, oui. Ça, quand même pas 500 000. Non, 500 000, ce serait un petit peu... oui. On n'aurait plus de radio courtoisie, ce ne serait pas possible. Voilà. Autre message d'un auditeur qui souhaite rester également anonyme. Bonjour, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, joue un rôle de garde-fou. C'est la réponse d'une intelligence artificielle. Mais qui contrôle cette institution et selon quelle morale ? Une question assez directe. Alors, je réponds en bloc après ou oui, comment procède-t-on ? Écoutez, j'ai un petit peu donné en rafale, on va dire, les questions et les remarques. Certaines, vous avez déjà répondu. D'autres, pas encore. Voilà. Concernant Daniel Vaillant, je vais faire un jeu de mots. Il est plus bien vaillant, hein, donc évidemment, ça va devenir compliqué pour lui. Effectivement. C'est terrible quand même. Ah, oui, c'est ça. C'est terrible. On compatit. Ah, je compatis. Franchement, je me dis Daniel Vaillant, le pauvre. Il peut plus conduire. Oui. Ah bah mon Dieu, il sait plus conduire et c'est de notre faute. Non mais on voit bien cette espèce d'hypocrisie de beaucoup trop d'élus aujourd'hui, c'est quand même d'une hypocrisie sans nom. C'était quand même incroyable. Et moi, ça finit par me... Il y a un côté répugnant de toute cette caste et de toute cette condescendance et cette hypocrisie incroyable, quoi. Oui. Et voilà. Mais ça montre bien, effectivement, c'est pas le reflet des privilèges, donc d'un État profond qui vraiment œuvre au détriment du peuple et n'œuvre que pour cette caste, cette petite caste de privilégiés. Oui. Et ça, c'est quand même dramatique, voilà. C'est quand même dramatique. Voilà. Alors, ce qu'il faut quand même souligner, si vous voulez, c'est que voilà, le problème, c'est que il n'y a pas qu'Emmanuel Macron et ses ministres qui donnent le ton, il y a aussi toute une ribambelle, je dirais, de cheffaillons de la République, hein, on va appeler un chat, qui, eux, exécutent évidemment fidèlement tout ce qui arrive donc du sommet de l'État. Je pense au préfet, on peut me dire c'est logique puisque le préfet est un représentant de l'État dans les provinces, certes, mais ça ne s'arrête pas qu'au préfet, ça descend aussi les maires, les présidents de communes, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que tout le monde vit grassement. Tout ce petit monde vit grassement. J'avais eu le chiffre, il y a à peu près, je crois, 800 préfets qui sont payés et qui n'exercent plus, mais qui continuent à être payés. C'est intéressant. Ah oui. Oui, ils ont le même salaire que quand ils étaient en exercice et ils continuent à être payés. Quand vous voyez le cumul aujourd'hui d'un maire d'une ville moyenne, hein, mettons une petite ville de 15-20 000 habitants, quand vous voyez le cumul de son salaire, et souvent le maire est en général aussi président de la communauté de communes, président du sitcom, etc., etc., j'avais calculé ça dans une bourgade de 20 000 habitants en Normandie. Eh bien, Madame la maire arrive à accumuler entre son salaire et tous ses postes, arrive à accumuler du salaire avoisinant 5 000 à 6 000 euros par mois quand même. Oui, ça devient confortable, là, oui.
Ah oui, ça devient vraiment très confortable. Mais le problème, voilà, c'est qu'on est dans des cumuls de fonctions qui ne devraient pas être, et du coup, cette caste en fait de privilégiés continue à vouloir absolument garder envers et contre tout leurs privilèges. Et elle se Oui, fait le relais fidèle de l'oligarchie financière sans contester du tout cet ordre. exactement. Et d'ailleurs, ça laisse songeur, évidemment, sur les possibilités d'alternance réelle au Oui. gouvernement en France. Parce que, admettons par exemple que le Rassemblement national conquiert l'Élysée en 2027, quelles seraient les marges de manœuvre face à cette oligarchie financière Ah, qui commande tout, qui a toutes les manettes? C'est compliqué. C'est effectivement compliqué, d'autant plus que c'est pas parce qu'on arrive au pouvoir qu'on tient toutes les rênes. Il y a toujours cet état profond qui existe. Alors après, bien évidemment, ceux qui vont arriver au pouvoir vont être obligés de toute façon, c'est une évidence, de faire des concessions. Maintenant, jusqu'où les concessions, jusqu'où vont-elles aller? Quand vous pensez qu'à Bercy, par exemple, qui a son rond de serviette à Bercy? BlackRock. Parce qu'en réalité, le président de BlackRock, Larry Fink, n'était jamais venu en France avant l'avènement d'Emmanuel Macron en 2017. Depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, Larry Fink est venu, je ne sais plus, entre 8 à 10 fois en France avec son jet privé pour des conférences, effectivement, et des entretiens secrets, donc à l'Élysée. Mais on sait aujourd'hui par enquête que BlackRock a son rond de serviette à Bercy, que BlackRock lorgne sur nos systèmes de retraite, pas les systèmes de retraite évidemment des fonctionnaires, hein, systèmes de retraite par capitalisation, donc de tout du privé, etc. On sait que BlackRock, de toute façon, a la main mise quasiment sur toutes nos grandes entreprises du CAC 40, etc. Monsieur Macron doit avoir une feuille de route très sévère, je pense, à tenir. Très bien rempli, oui. Nous allons devoir passer un bobino. Excusez-nous, Monsieur Janvier, un court instant, s'il vous plaît. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Alors, Claude Janvier, si vous étiez président de la République, que feriez-vous pour remédier à ça? Que feriez-vous? Vous savez, je pense qu'une des premières choses, il faudrait sortir de Bruxelles, de Voilà. l'emprise de Bruxelles en tant que capitale politique. Oui. Ça, c'est d'une idée. Alors, je ne dis pas que ça serait facile, mais évidemment qu'il faut le faire. Il faut sortir de l'UE, non pas en tant que coopération avec nos pays voisins, parce que j'ai toujours pensé que coopérer avec ses voisins était une très bonne chose, mais de sortir de cette emprise évidemment anglo-saxonne et de ce contrôle de Bruxelles en tant que capitale politique, et surtout de sortir de cette monnaie spéculative qui s'appelle l'euro, Oui. qui en fait nous a amené malheureusement plus de paupérisation, plus d'inflation et de moins en moins de pouvoir d'achat. Vous savez, l'Europe. Voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question. Sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ça, c'est les deux premières mesures urgentes. C'est d'une On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ouais. On ne peut pas faire l'un sans Oui, l'autre, oui, c'est-à-dire absolument, c'est lié. garder une Ouais. monnaie commune. Ouais. Le problème de l'euro, c'est qu'il a été évalué à beaucoup trop haut, beaucoup trop fort. Il a été évalué sur le Deutschmark. Ce qui évidemment pour nous a multiplié dans un délai assez bref les prix par 7. Absolument. Mais C'est- vous savez, moi, d'ailleurs, vous aussi, messieurs, je pense que nous sommes à peu près d'une génération équivalente. Donc, vous avez connu comme moi le franc, Oui. Oui, n'est-ce pas? bien sûr. Bon, souvenez-vous avant le passage à l'euro. Si quelqu'un possédait 1 million de francs, à l'époque, 1 million de francs, vous étiez millionnaire, vous étiez considéré comme riche, vous pouviez acheter un petit château et vivre confortablement. Depuis le passage à l'euro, 1 million de francs, ça s'est transformé en 150 000 euros à peu près. Hein. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui avec 150 000 euros? Vous achetez à peine une chambre de bonne à Paris de 9 mètres carrés. Oui. Vous achetez à peine une maison, une petite maison Phoenix, et encore pas partout en France, et surtout pas au bord de la mer, ni bien placé. Donc vous voyez, on voit bien qu'il y a quelque chose là, il y a une spéculation et une inflation qui est facilement démontrable. C'est un problème quand on voit le prix de l'immobilier aujourd'hui en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, quand on voit ça dans les grandes capitales européennes, et c'est infernal, hein. Comment un jeune couple aujourd'hui, s'il n'a pas d'aide de ses parents, comment un jeune couple peut-il acheter aujourd'hui un bien dans des grandes villes, dans des centres-villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, etc. C'est quasiment impossible. Et, Or, et alors, en plus, il y a la question fondamentale que pour être un État indépendant, il faut avoir le contrôle de sa monnaie. Sinon, on n'est pas un État indépendant et souverain. absolument. Absolument. Or, l'Union Contrôle de sa européenne monnaie. est un relais de l'empire américain et de l'oligarchie financière mondiale. Donc, Absolument. Et puis en plus, vous savez, les monnaies aujourd'hui, pas que depuis aujourd'hui d'ailleurs, depuis 1971, depuis que Richard Nixon a brisé les accords de Bretton Woods, parce que pour la petite histoire, en 1944, il y a eu donc les accords de Bretton Woods qui ont adossé, donc qui ont fait accepter le dollar comme monnaie internationale, premièrement, et deuxièmement, le dollar à l'époque était adossé à l'or. 1971, Richard Nixon brise les accords de Bretton Woods, ce qui de facto, le dollar n'est plus adossé à l'or depuis 1971, et de facto, toutes les monnaies du monde entier en ont pâti. Puisque, en réalité, aujourd'hui, c'est presque de la monnaie de singe, puisque aucune monnaie, à part le Zimbabwe d'ailleurs, qui a une monnaie adossée à l'or, mais qui ne s'en sort pas parce que tous les autres pays aux alentours, et même le monde entier d'ailleurs, aucune monnaie n'est adossée à l'or physique. Et il est là le problème. On a un énorme problème là. C'est comme ça qu'on a de la planche à billets vertigineuse. On envoie des milliards d'euros partout. Et cette bulle monétaire gigantesque à l'échelle planétaire, qui représente, je crois, 60 fois le volume de production réel, hein, à peu près, oui. Elle va finir par exploser un jour. Ah oui, c'est clair. Ça a explosé en 2008, hein, et depuis 2008, d'ailleurs, l'économie n'a plus jamais été comme avant. Hein. Depuis 2008, il s'est passé vraiment une espèce de tsunami, pas une espèce de tsunami international, hein, quand même. Il y a eu des répercussions, et des répercussions qui sont toujours présentes aujourd'hui, d'ailleurs, entre parenthèses. Sur l'immobilier, sur tout ça, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut peut-être penser que ce système mondialiste de création monétaire ex nihilo à l'infini et d'empilement de dettes gigantesques, cette pyramide de Ponzi, cette course perpétuelle à la création monétaire et au surendettement, ce système va trouver sa fin à un moment donné dans un collapsus mondial, un écroulement de ce château de cartes. Et là, cette fois-ci, qui ne pourra plus être remédié comme ce fut le cas en 2008, où finalement les États, à commencer par l'État américain, ont abondé pour secourir les banques en danger et ont colmaté ont stoppé la catastrophe, si on peut dire, ont stoppé la crise. Mais il arrivera la crise de trop qui, elle, échappera au contrôle. C'est un énorme risque, effectivement. On est au bord de la crise de trop. Et c'est effectivement indéniable. D'où ce que j'énonçais tout à l'heure à votre question, si j'étais président de la République, il faut sortir effectivement du joug de Bruxelles et reprendre, si tant est que ce soit possible, notre souveraineté. Et ça pourrait effectivement avoir un effet domino, parce qu'à partir du moment où un pays quand même assez important de l'Europe comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie sortirait donc du giron de Bruxelles, ça pourrait avoir un effet domino et ça pourrait effectivement faire voler en éclats
tout ce système spéculatif. Et c'est pour ça, on voit qu'un un homme comme Asselineau, qui préconise la sortie de l'Union européenne et de l'euro, est totalement maintenu à l'écart par les médias du système, parce que véritablement, il est dangereux. Et il est d'autant plus dangereux qu'il a un grand pouvoir pédagogique. Il a le pouvoir d'expliquer au grand nombre des Très problèmes clairement, compliqués oui. de façon très simple et très pédagogique. Oui, c'est vrai. Et en fait, toute parole publique qui préconise la sortie de l'Union européenne et de l'euro est exclue complètement des médias du système. Il semblerait que ce soit là, hein, la ligne rouge, en fait. Ah ben, oui, absolument, c'est ça. Mais le problème des médias, c'est bien que vous le soulignez d'ailleurs, c'est que le problème des médias, et là on parle de la grande presse, en grande entre guillemets, propagandiste, c'est elle est totalement inféodée à l'oligarchie financière mondiale apatride, totalement inféodée à l'État profond français. Nos voisins européens sont exactement dans la même situation. Et on voit bien, et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que cette presse propagandiste ne diffuse en réalité que des fausses informations et que des mensonges. Moi, vous savez, je m'amuse de temps en temps, enfin je m'amuse, entre guillemets, à regarder un journal télévisé de temps en temps, qu'il soit de TF1 ou de France 2, d'ailleurs, peu importe, avec un œil effectivement sagace et un point de vue extérieur. Mais c'est fou, il y a de la désinformation du début du journal télévisé jusqu'à la fin. Il n'y a guère que les séquences culinaires et touristiques qui ne font pas de la propagande. Le reste n'est que de la propagande. Alors, il y a toujours un fond de vérité et c'est malin d'ailleurs. Et ils arrivent à faire coller des mensonges et des informations biaisées à un fond de vérité. Ce qui fait que ça emberlificote la faculté de raisonnement d'une bonne majorité de la population. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote, si vous le permettez. Ça devait être une semaine avant Noël 2024, oui, ça doit être à peu près ça. Je me trouve dans le métro parisien, serré comme un anchois parce que c'était une heure de pointe. Bref, j'ai le nez un peu dans mon smartphone pour regarder 2-3 messages et à côté de moi, donc juste à mon oreille, deux dames étaient en train deux dames d'une cinquantaine d'années, socialement intégrées, pas de problème, étaient en train de parler d'une information qu'elles avaient entendue sur France Info le matin, et ça concernait une interrogation sur le Covid-19, etc. Bon, évidemment, j'ai mon oreille à côté, je ne peux pas m'en empêcher d'écouter ce qu'elles disent, et à un moment donné, je me tourne vers elles et je me dis que, excusez-moi mesdames si je m'immisce dans votre conversation, mais bon, la proximité fait que... Permettez-moi de vous poser une question, mesdames. Est-ce que vous savez que des médias libres et indépendants existent? Et là, elle commence à me regarder avec des yeux ronds, comme des soucoupes. Mais monsieur, de quoi parlez-vous? Je leur dis, qu'est-ce que vous suivez comme médias? Bon, elle me dit, le matin, vous savez, on se réveille, on a France Info, Europe 1. Bon, OK. Et le soir, avant de se coucher, TF1, France 2, enfin bon, bref. Et je leur dis, bon, est-ce que vous savez qu'il y a des médias libres et indépendants qui existent? Regarde, non. Mais qu'est-ce que vous entendez par médias libres indépendants? Je leur dis, écoutez, vous avez des médias libres indépendants, hein, vous avez Réseau International, vous avez Radio Courtoisie, vous avez GPTV, etc., etc. Elle me regarde, mais totalement ahurie. Ah oui. Alors, elle n'était même pas agressive à mon égard, c'est-à-dire, elles m'ont demandé qui j'étais. Bon, je leur ai décliné mon identité. Je leur ai dit, écoutez, vous irez voir sur Internet, vous allez me trouver. Intéressez-vous aux médias libres et indépendants parce qu'il n'y a que là où vous allez pouvoir vraiment entendre les véritables informations. Après, vous pouvez trier ce que vous voulez. Il ne s'agit pas non plus d'être à 100% en train de rien remettre en question, mais j'ai dit au moins, vous aurez des véritables informations. Et ben voilà. On s'est quitté après parce que moi, je descendais à la prochaine station et donc on s'est souhaité joyeux Noël. Mais voilà, je cite cet exemple parce que je me suis trouvé face à deux personnes qui ignoraient totalement l'existence
des médias libres et indépendants. Mais alors justement, Claude Janvier, comment vous analysez la crispation du système vis-à-vis des personnes qui parlent dans les médias alternatifs? Et on voit l'exemple du colonel Jacques Beau et de Xavier Moreau, durement sanctionnés par l'Union européenne, alors que, effectivement, les médias alternatifs, bien qu'ils soient en croissance rapide, restent effectivement en termes de pourcentage d'audience difficiles à évaluer, à vrai dire, parce qu'il n'y a pas vraiment de médiamétrie qui mesure régulièrement les audiences des médias alternatifs. Et médiamétrie, c'est cher, etc. Mais néanmoins, ça reste encore pour l'instant relativement marginal, relativement minoritaire tout de même. Alors pourquoi, à votre avis, le système devient si énervé ? Mais parce qu'ils se rendent compte, je pense que le système système gouvernemental devient énervé parce qu'ils se rendent compte quand même que les médias alternatifs, donc libres et indépendants, prennent de plus en plus d'importance. Oui. Ceci étant, pour en avoir discuté avec un de mes amis, Mike Borowski d'ailleurs, on en discutait il y a quelques temps de cela, et à juste titre, le problème c'est qu'il y a à peu près 20 millions de personnes qui ne sont pas au courant ou qui ne veulent pas pour certains ou qui ne sont pas au courant qu'effectivement il y a des médias alternatifs qui existent. Parce qu'il y a, quand on regarde bien, il y a un contrôle quasiment total des médias propagandistes sur l'information. Et moi, je me mets à la place de gens qui travaillent et qui ont une famille et qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui se débattent. Ils n'ont pas forcément effectivement le temps ni le loisir d'aller chercher ni d'écouter donc des médias autres que se lever le matin et machinalement vous mettez RTL ou Europe 1 et que le soir, oui, mais alors justement, à combien évalueriez-vous le nombre de personnes qui suivent les médias alternatifs? Vous dites les 20 millions pour les médias du système. Combien pour les médias alternatifs? C'est difficile à quantifier. Honnêtement, je ne sais pas. Je vois quand même que les médias alternatifs prennent de plus en plus d'importance. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Oui. Et bravo à vous et bravo aussi à tous ceux qui nous écoutent. En fait, je pense que la clé, il faut faire du bouche à oreille. C'est-à-dire que tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à parler autour de vous des médias alternatifs parce que c'est que par là, on va arriver effectivement à faire en sorte que les gens se posent de réelles questions. Parce que sinon c'est impossible. D'ailleurs, je manie souvent ce paradoxe apparent, mais qui n'en est pas vraiment un. Je dis que ce sont d'excellentes nouvelles que ces persécutions qui s'accumulent contre les médias alternatifs. Parce qu'en effet, ça prouve tout de même qu'ils portent des coups au système, ces médias alternatifs. C'est vrai. Il était un temps où ils étaient relativement ignorés par le système. Il était un temps où finalement, on mettait l'édredon du silence sur les médias alternatifs. On n'en parlait pas. Et évidemment, en n'en parlant pas, on gênait d'autant mieux leur croissance. Mais alors maintenant, on en parle des médias alternatifs. Le système en parle. Et le système les sanctionne à ciel ouvert maintenant. Exact. Donc on peut dire que d'une certaine manière, c'est encourageant. C'est vrai, d'une certaine manière, c'est encourageant. De l'autre, ça montre vraiment bien la répression qui s'instaure de plus en plus. De toute façon, ça ne fait aucun doute. Nous sommes dans un État policier et répressif. Oui. De la démocratie, c'est un vain mot. De toute façon, si tant est que la démocratie nous ait apporté quelque chose, parce qu'en fait, de mémoire, la démocratie, c'est pas que je sois vraiment antidémocratique, mais quand même, jusqu'à présent, la démocratie nous a amené l'inflation et l'impôt sur le revenu. Oui. Donc,
en réalité, pour la Oui. démocratie. Il y a un échec là. Oui. D'ailleurs, on peut remarquer que l'impôt sur le revenu a été légiféré par le Parlement en 1913, je crois, pour financer la guerre. Oui, c'est exact. L'impôt sur le revenu, c'était pour financer la guerre, en fait. C'est exact. Depuis, ça a perduré. Vous savez, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'on se rappelle tous des vignettes automobiles qui avaient été instaurées pour, soi-disant, pour les seniors et qui devaient durer que quelques années. Ça a duré je ne sais plus combien d'années. Bon, ça a été enfin supprimé, mais pendant un Oui. moment. Nous avons quelques questions d'auditeurs. Enfin, Oui. chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui Monsieur Claude Janvier dans le Libre Journal de la crise. Une auditrice, tout d'abord, qui vous présente ses meilleurs vœux, est tout à fait d'accord avec l'analyse de Monsieur Janvier, y compris sur le pourquoi de la mise en place de Macron à l'Élysée. Quelle est votre analyse sur le monde africain et musulman ? Leur implantation organisée dans l'Occident favorise la perte de l'identité européenne tout simplement par la démographie de ces peuples. Mais ceux-ci, compte tenu de leur nombre croissant, auront-ils un impact sur l'oligarchie mondiale et comment seront-ils gérés par cette oligarchie une fois leur mission sur le grand remplacement effectuée ? Alors, pour répondre à tout cela, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique a été de toute façon sous contrôle total donc des Occidentaux, et bien évidemment aussi donc des Anglo-Saxons, puisque c'est quand même, ça a été une colonisation et une imposition des frontières. Ça a été fait quand même par le monde occidental. Le monde musulman, quant à lui, de toute façon, a été toujours précipité dans le chaos. Mais précipité par qui dans le chaos? Par, toujours pareil, les anglo-saxons, par les services secrets, la CIA et le MI6 britannique, et évidemment du Mossad aussi d'ailleurs. Mais le problème, voilà, ce sont des pays qui sont souvent dans le chaos, précipités dans le chaos. Pourquoi? Parce qu'il y a des richesses évidemment à piller. Il y a des mercenaires qui sont envoyés par tout un tas de pays soi-disant bien intentionnés. J'ai même appris récemment, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, que l'Ukraine envoyait des mercenaires combattre en Afrique. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, ce sont des pays qui, malheureusement, il y a une emprise de toute façon occidentale et anglo-saxonne, et que toute cette immigration aussi, pour répondre totalement à la question, cette immigration qui, moi, je n'ai rien contre l'immigration à partir du moment où elle est contrôlée, et où ceux qui viennent en France ont le désir de travailler et de participer donc à l'expansion donc de la société française. À partir du moment où l'immigration devient totalement incontrôlée et incontrôlable, parce qu'il n'y a aucune restriction et que tout part à volo, là, effectivement, ce n'est plus envisageable. Quand je vois le nombre d'OQTF en France et qui devraient quitter le territoire et qui ne quittent pas le territoire sous des prétextes fallacieux, bien évidemment, ça ne colle pas. Donc, mais tout ça, c'est voulu aussi par cette oligarchie financière mondiale apatride pour affaiblir les pays, et pas que nous. Leur but, c'est d'affaiblir tous les pays du monde entier de façon à les précipiter sous un contrôle permanent. Rien de plus aisé que de contrôler des pays en les affaiblissant et en les contrôlant ensuite par le dessus et en contrôlant leurs finances, etc. Et en pillant leurs industries. D'autant que noyer l'identité des nations par des transferts de population massifs venant d'aires culturelles radicalement différentes va tout à fait dans le sens de cet esprit de l'oligarchie financière mondiale, considérant que la nation est un concept dépassé et qu'il faut donc aider la nation à périr le plus vite possible. Or, une nation, c'est une identité. À partir du moment où cette identité se dissout, est dissoute par un solvant immigrationniste, le problème se règle aux yeux de l'oligarchie financière.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Et on voit bien que ce sont des ordres qui arrivent d'en haut et qui sont vraiment faits pour saper de plus en plus donc toutes nos valeurs sociétales. Hein. J'avais expliqué ça aussi dans Les Démasqués, c'est-à-dire qu'il y a cette oligarchie au-dessus, il y a des valets qui les servent, qui sont évidemment, comme je les ai appelés un peu péjorativement, des valets ultra friqués. Et vous les connaissez tous. Hein. Il y a Bill Gates qui contrôle évidemment tout le domaine de la santé aujourd'hui, parce que Bill Gates, Monsieur Gates, contrôle aux 2 tiers l'OMS. Oui. C'est lui qui finance par ses 2 fondations l'OMS, donc il a une mainmise sur la santé. Il a une mainmise aussi sur les semences du monde entier, puisqu'il avait acheté il y a très longtemps une île perdue au large de la Norvège, s'appelle Svalbard, dans lequel il a fait construire un bunker ultra sécurisé, sophistiqué, dans lequel il entrepose toutes les semences du monde entier, avec feu Monsanto, puisque Monsanto existe toujours, mais il ne s'appelle plus Monsanto, puisque c'est Bayer qui a repris donc, Monsanto. Mais ce contrôle donc de toutes les semences du monde entier, Bill Gates ne l'a pas fait là pour être classé pour que les semences soient classées en tant que patrimoine mondial pour l'humanité. Pas du tout. Il a fait classer chaque semence du monde entier pour mieux les modifier, les transformer en variétés hybrides et OGM pour mieux faire des bénéfices. C'est toujours la même affaire. Hein. Donc, Gates contrôle la santé et le domaine des plantes et des semences. George Soros, lui, avec son Club des îles, qui est quand même pèse très lourd, puisque ça pèse à peu près aujourd'hui, Soros pèse avec son Club des îles, pèse à peu près 10 000 milliards d'actifs aussi de dollars, à peu près comme BlackRock, on en parle moins. Lui, il contrôle, on le sait, hein, il a fomenté via son Open Society tous les coups fourrés, tous les printemps arabes qui ont eu lieu, soi-disant, pour apporter la démocratie, que ce soit en Tunisie ou en Libye ou ailleurs. On voit bien ce que ça a donné, hein, ce que ça donne toujours d'ailleurs. Mais lui, il aime bien aussi les laboratoires de haute sécurité, puisqu'il avait créé à Wuhan, je l'ai appris par un ami écrivain, il s'appelle Philippe Brocker, qui a fait un ouvrage très intéressant sur tout un tas de sujets, et notamment, et Soros avait fait construire tout près du laboratoire que nous connaissons tous à Wuhan, un laboratoire de recherche privé. Et alors, je me rappelle plus le nom de la rue à Wuhan, mais je me souviens très bien du numéro, comme quoi ils sont tous branchés. C'est au numéro 666. Ce que je vous dis là, c'est documenté, c'est réel. C'est quand même assez intéressant, si vous voulez. C'est fou, quoi. Donc, vous avez Gates qui contrôle santé et les plantes, Soros qui contrôle tous les coups fourrés, qui est obéissant à la CIA, bien entendu, indirectement au MI6, etc. Et en plus, il aime bien donc tout ce qui est recherche épidémiologique de haute sécurité. Et à côté, vous avez tous les GAFAM, c'est-à-dire Google, Facebook, etc., Amazon, qui tous ces petits génies, parce que ce sont des génies, je ne vais pas contester effectivement le côté brillant des créateurs de Google, mais en fait, on nous a toujours présenté ça comme un peu une légende urbaine. Vous savez, on nous a toujours dit « Oh oui, ils ont démarré tous dans leur petit garage avec un petit clavier, oui, bon, bref, alors ça, c'est bien le violon, hein, mais ils ont tous été approchés surtout par la CIA et financés par le fonds Carlyle. Le fonds Carlyle, qui est un fonds souverain secret de la CIA. D'ailleurs, on ignore même le montant exact, d'ailleurs, des milliards de dollars du fonds Carlyle. Donc, en réalité, les pigeons de Google, Zuckerberg, Facebook et Amazon, à l'époque, c'était Bezos, ils ont tous été approchés par la CIA et financés par la CIA. Ce qui permet de contrôler l'information à l'échelon mondial et de contrôler une certaine censure. Alors, censure qui a un peu sauté sur Facebook, puisque Trump, il a mis quand même un petit coup de pied dans la fourmilière. Mais concernant Google et l'emprise d'Amazon aujourd'hui sur le monde entier, force est de constater qu'en fait, il contrôle quand même de beaucoup toute l'information qui circule. Donc, on voit bien le problème de cette oligarchie financière mondiale apatride qui contrôle en fait tous les domaines. Et ensuite, ils envoient des programmes via ces valets ultra-friqués, ils envoient des programmes pour déstabiliser toutes les sociétés du monde entier. Et évidemment, ils se sont attaqués aux pays les plus riches, industriellement les plus riches, et les pays aussi culturellement les plus intéressants. Et c'est pour ça qu'il fallait
dégager la France. Et la France, le problème, ne pouvait plus. La France représentait une concurrence face à l'hégémonie anglo-saxonne. Il n'y avait pas de place pour... Soit c'était la langue anglaise qui allait continuer à prédominer la planète, soit c'était la francophonie, la langue française. Il fallait dézinguer la France. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont dézingué la France. Et la France, aujourd'hui, est totalement, malheureusement, au ras des pâquerettes. Oui. Voilà. Bon, voilà en gros, hein, je vous dresse le tableau en gros. Et évidemment, il y a toute une conférence à faire sur le sujet, conférence que j'ai déjà faite d'ailleurs sur le sujet, mais c'est intéressant quand on commence à assembler, si vous voulez, toutes ces pièces du puzzle, parce qu'en fait, toutes les preuves sont accessibles. Le grand travail qu'il a fallu faire et que j'ai fait, c'était d'assembler toutes ces pièces du puzzle et d'arriver à en tirer une explication plausible et compréhensible. Alors ça, c'est quelquefois assez compliqué. Oui. Monsieur Janvier, vous avez suscité de très nombreux messages que nous ne pourrons pas aborder. Il y en a beaucoup trop. Et nous arrivons presque au terme de cette émission. Mais je voudrais tout de même vous lire un message d'un fidèle auditeur, Jean-Denis, qui dit ceci, qui revient un petit peu sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Les fonds d'investissement comme Vanguard, BlackRock ou Blackstone savent rentabiliser leurs investissements comme nos banquiers savent privatiser les bénéfices et étatiser les pertes. Un exemple m'a bien démontré cette réalité. Une grande clinique privée gérée par les médecins actionnaires était en déficit chronique. Racheté par un de ces fonds, le premier exercice s'est traduit par un excédent d'exploitation de 20%, ce qui tient du miracle dans le secteur. Mais pourquoi ? Bien, les frais et les investissements ont été reportés sur les cabinets médicaux. Bonne gestion ou simple raquette, la question se pose avec beaucoup d'humour. Voilà. Et il nous rappelle l'excellent film L'Imprécateur qui date de 1974, qui a été filmé, mais qui part d'un livre qui a été édité en 1974 par René Victor Pile. Voilà. Voilà, donc il y a d'autres messages ? Il y en a beaucoup. On ne va pas pouvoir avoir le temps de tous les lire. Alors, là, on revient là, c'est Jérôme qui est intervenu tout à l'heure. Monsieur Macron ne voudrait-il pas, à travers l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, enlever l'anonymat des accès à ceux-ci par la reconnaissance faciale et l'affichage de la carte d'identité de l'utilisateur. Les réseaux sociaux ne sont-ils pas une menace pour l'État profond à cause de la profusion d'informations disponibles et accessibles à tous ? C'est sûr que c'est un danger. Hein. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, et pas que lui d'ailleurs, veulent absolument réguler de plus en plus, réguler entre guillemets, réguler pour nous empêcher, nous autres, voix dissonantes, de s'exprimer, mais bien entendu, ne pas réguler toute cette propagande insidieuse de tous les médias et de tous les groupies, je dirais, de toutes les groupies des médias propagandistes. Mais ça, c'est clair. C'est une régulation dans une voie unilatérale, si vous voulez. Oui. Un message vient d'arriver, il y en a beaucoup, on ne pourra pas tous les lire, mais qui revient sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure. La guerre contre la Russie, voulue par nos soi-disant élites, n'est-elle pas le moyen d'approfondir le pouvoir de l'État profond planétaire qui sent bien les limites de la financiarisation et de l'économie virtuelle basée sur les illusions ? Une guerre que nous ne pouvons que perdre, comme le montre bien l'échec de l'OTAN en Ukraine, permettra d'imposer un régime de guerre, une suppression totale des libertés, le contrôle électronique absolu, la monnaie numérique jointe au crédit social, la fin de la propriété privée. La cible n'est pas la Russie ni Poutine, mais les peuples européens, même abrutis, encore trop rebelles. Le bonheur dans l'esclavage titre une préface célèbre de Jean Paulhan pour un livre parlant de déshumanisation. Voilà le message de cette auditrice. Oui, et d'autres messages encore. On ne va pas avoir le temps de les lire, ils sont beaucoup trop longs. C'est plus des remarques. Vu les quelques minutes qui nous restent, ça ne va pas être possible. Alors, 3 minutes nous restent.
l'horizon français est tout de même très sombre parce qu'effectivement, une alternance politique réelle pour nous sortir de la tutelle oligarchique mondialiste financière et à espérer l'émergence d'un gouvernement d'alternance, c'est à espérer, mais on peut se demander si dans un terme rapproché, cela peut se produire. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi, je suis toujours dans l'espoir. Je me dis que tout peut changer. En réalité, face à toute cette monstruosité, parce que malheureusement, je suis désolé d'avoir plombé un peu en ce début d'année 2026, mais d'un autre côté, il faut essayer d'avoir un peu la réalité et de toucher la réalité de près et d'avoir les pieds sur terre et de savoir effectivement malheureusement ce qui se passe. Ceci étant, je suis d'un naturel optimiste. Je pense que tout peut changer. Je pense que rien n'est écrit. C'est-à-dire que même des monstruosités financières comme BlackRock et Vanguard, après tout, ce sont des monstres, oui, ce sont des colosses, oui, mais au pied d'argile. En réalité, tout peut basculer, tout peut changer. Vous savez, les ordinateurs de BlackRock ne sont pas infaillibles. Je ne vais pas en dire plus, mais je laisse à nos amis auditeurs de réfléchir un peu à la question. Rien n'est infaillible, rien n'est écrit. En réalité, si une majorité de gens aujourd'hui, en France, mais comme ailleurs, décidaient de dire non, décidaient de désobéir, d'aller dans le sens d'une désobéissance civile non violente, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'accepter un ordre liberticide, on n'est pas obligé d'accepter une loi liberticide qui va à l'encontre de sa propre survie, de la survie de sa famille et de la survie de son environnement. Personne n'est obligé d'obéir à cela. En réalité, chacun a le pouvoir de dire non, gentiment, mais sûrement. Vous savez, j'ai toujours un exemple quand la mairie de Bordeaux avait décidé d'envoyer on arrive juste à la fin, là. On arrive à la fin. Oui. Eh bien, écoutez, Claude Janvier, ce sera le mot de la fin. On peut dire non, en fait. Hein. On peut dire non. C'est le mot de la fin. On n'est pas obligé d'accepter. On peut dire non gentiment, sans violence. On peut faire savoir que les choses peuvent changer. Eh bien, c'est le mot de la fin. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonne année. À bientôt. Merci, Monsieur Janvier.